Radio Galère 88.4. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale et notamment aixoise. On a le plaisir de recevoir ce matin. Moi, en ce qui me concerne, où je vais m'engager le plus, mais en tout cas, je vais être. Radio Galère 88.4. On est à l'antenne. Messieurs, je suppose que vous avez le retour, évidemment. On est à l'antenne sur les ondes du 88.4. Voilà, petit souci technique. On est en direct pendant près de 25 minutes avec Marc Pena, vice-président du conseil d'administration de Aix-Marseille Université, professeur évidemment, conseiller de la métropole et conseiller du territoire du pays d'Aix et conseiller municipal d'Aix-en-Provence. On va parler de la ville aixoise, de ses enjeux, de ses inquiétudes, de ses craintes. On avait reçu M. Pena juste avant les élections municipales du mois de mars, lorsqu'il prétendait la candidature de la ville d'Aix, mais c'est peut-être que partie remise. On aura l'occasion de l'évoquer sur les ondes de Galère et on est ravis de l'accueillir. Il vient expressément pour nous ce matin. On sait que son emploi du temps est extrêmement dense et il est avec nous. On va vous saluer. Monsieur Pena, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Galère. Mais merci à vous de cette invitation qui me rappelle les bons souvenirs de l'avant-campagne. Ah, génial, exactement. Et voilà, et aussi de l'avant-Covid. Exactement, oui, une période qu'on a tendance à oublier et qui, justement, quand on la compare, on peut dire que c'était une période extrêmement luisante et extrêmement positive. Bon, aujourd'hui, on doit faire avec et on espère évidemment que cette période est bientôt derrière nous. Voilà, Richard Anthony au micro. Monsieur Pena, vous êtes avec nous. Je vous ai présenté un mot, évidemment, parce que vous êtes le profil idéal, en tout cas, pour évoquer les différentes thématiques qui concernent la vie politique, la vie associative, la vie citoyenne. On aura l'occasion d'en parler avec les élections régionales qui auront lieu le 13. D'ailleurs, il me semble que c'est vendredi qu'on aura le côté officiel, en tout cas, du 13 et 20 juin. Affaire à suivre, j'ai écouté ça ce matin chez nos confrères d'RMC. Comme dans d'autres domaines, on est suspendu aux lèvres de M. Macron. et qu'on sort. Exactement, donc on aura l'occasion de voir si c'est officialisé. On rappelle que ça avait déjà été décalé, M. Pena, ces élections régionales départementales. On va l'évoquer en deuxième partie d'émission. Dans un premier temps, vous êtes donc évidemment engagé avec Aix en partage. Juste un mot en tant qu'universitaire, c'est important de l'évoquer. Je reçois des SMS et je salue ceux qui nous écoutent de la BU actuellement. Vous connaissez très bien, vous avez été même le président de l'université. Un mot un petit peu sur la condition des étudiants, notamment avec le contexte Covid. Dites-nous un peu votre ressenti en tant que professeur, de manière très rapide, mais c'est important. Vous avez cette expérience-là, M. Pena. Oui, écoutez, les étudiants sont parmi la population, il y en a d'autres, mais parmi les plus touchés par la crise Covid. On en parle depuis quelques semaines, on en parlait moins il y a un an, et je commencerai par là. Nos autorités et le gouvernement, il y a un an, n'ont pas vu ni anticipé ce qui est aujourd'hui un grave problème de société, je dis bien de société, qui va sans doute avoir des répercussions pour des années pour cette génération. La situation n'est pas simplement grave et sérieuse, elle est dans un certain nombre de cas désastreuse. Par exemple, pour les étudiants étrangers qui ont très peu d'aide, qui ne peuvent plus sortir de notre territoire, qui n'entrent pas dans les clous administratifs du Crous, par exemple, ou autre, et qui n'ont même pas les dispositifs minimums. Aujourd'hui, c'est la soupe populaire, tout de même, pour un certain nombre d'étudiants. Donc, du point de vue matériel, c'est gravissime. Ensuite, les effets psychologiques, on le sait, sont désastreux. Lorsqu'on a 20 ans, on a besoin de perspectives d'avenir. Et là, il n'y a aucune perspective, il y a une très grande incertitude. Les cours en visioconférence, ce n'est pas une pédagogie acceptable. On est bien d'accord. Voilà, ni pour moi, ni pour les étudiants. Est-ce que c'est malgré tout un moindre sans mal, en se disant que c'est une alternative, mais qu'à moyen et à long terme, on ne pourra pas l'accepter? J'allais dire psychologiquement et même humainement, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est mieux que rien parce que sinon il n'y aurait plus de formation et tout serait complètement arrêté en termes de diplôme, en termes d'insertion professionnelle, etc. Donc évidemment, c'est l'urgence. Mais ceux qui nous font croire que demain il n'y aura plus que des cours à distance et des profs à distance, peut-être de moins en moins de profs d'ailleurs qu'on pourra diffuser sur des plateformes, sont des marchands d'illusions. La pédagogie, c'est d'abord, comme on dit aujourd'hui, le présentiel, c'est le contact avec les étudiants, c'est l'échange.
l'échange, c'est l'interactivité. D'ailleurs, le temps des cours magistraux tout seul dans son coin est terminé. Aujourd'hui, nos étudiants ont besoin d'autre chose. Et malheureusement, malheureusement, dans la crise de Covid, ils sont isolés comme nous-mêmes à l'autre bout de la ligne, si je puis dire. Nous, professeurs, nous sommes isolés. Donc, il faut sortir de cette situation. Et je terminerai en disant que je pense que malgré les conditions sanitaires, en respectant toutes les règles, on aurait pu faire revenir, non pas en masse, mais je dirais de manière un peu plus régulière, les étudiants à l'université. Vous voyez, vous parlez de la BU, ils vont à la bibliothèque. Pour eux, c'est le dernier lieu où ils se retrouvent, où ils échangent, où ils ont un lieu de paix et de travail, où ils partagent. Il n'y a plus que la BU. Je salue tous ceux et celles qui travaillent à la BU, évidemment, dans notre université, parce qu'ils font un travail remarquable. Il aurait fallu aussi que les étudiants commencent, et ça ne se fait pas pour l'instant, ou très peu, à revenir vers l'université. Je n'incrimine pas le président d'université en tant que tel, il ne fait qu'appliquer des règles et des conduites qui sont dédictées d'en haut, comme toujours. Exactement, merci en tout cas pour cet éclairage. On va profiter de vous derrière pour évoquer la vie et la situation politique à Aix-en-Provence. Alors, lorsqu'on parle de Aix-en-Provence, elle est souvent associée, alors peut-être plus pour longtemps, mais en tout cas à Madame Joassaing et consorts. Aujourd'hui, donnez-nous un peu votre avis sur cette situation politique à Aix-en-Provence, notamment avec votre mouvement Aix en partage. Vous étiez venu il y a déjà 1 an, le temps passe extrêmement vite, pour nous parler de cette candidature. Il y avait, à mon sens, et au sens même de différents médias, des motifs d'espoir, même si on sait que c'est un pilier et que l'influence politique est quand même bien ancrée à Aix par le biais de Madame Joassaing. Mais parlez-nous de comment se porte Aix, cette ville qu'on apprécie tant, cette ville qui est extrêmement vaste et variée sur le plan culturel, sur le plan architectural, sur le plan politique, sur le plan social. Donnez-nous vos témoignages, et puis est-ce qu'on peut croire à une nouvelle perspective à Aix, à un vrai Aix-en-Provence ? Alors la première chose à dire, c'est que Aix est une ville particulièrement impactée par la crise. Il ne faudrait pas qu'ailleurs sur le territoire, on puisse penser que Aix, ville dite riche, ce qui d'ailleurs est faux, je pourrais le démontrer, est épargnée. Tout au contraire, lorsque vous avez une ville qui est tournée vers les services, le commerce, le tourisme, la culture et l'université dont on vient de parler, elle est la première touchée par cette crise, très profondément. Les commerces aixois, par exemple, de proximité, sont en très grand danger. Sur ce que je sais, 1 sur 2 ne vont pas survivre à cette crise. Donc, c'est énorme. Les institutions culturelles aixoises, même les institutions culturelles très fortes, comme le festival d'Aix ou les ballets Prégelocage, sont en difficulté. Et toutes les petites structures, elles, sont à l'arrêt, sans aucune perspective. Donc ça, c'est d'abord la situation d'une ville qu'il ne faut pas voir, malgré ses ressources, c'est vrai, économiques, qui sont assez fortes, qu'il ne faut pas voir comme une ville riche. Si on prend les 3/4 de la population aixoise, c'est tout à fait comparable au niveau de vie d'une ville moyenne du département, comme Vitrolles, par exemple. C'est pour vous donner un petit peu les choses. Ce n'est pas une ville que de privilégiés. Très loin de là. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que dans cette situation où il faudrait une politique qui soit une politique volontariste, qui soit une politique qui ait comme perspective le bien commun, l'intérêt général, et puis surtout qu'on ait une municipalité qui soit en place, je dirais, de manière claire et de manière forte, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas d'abord parce que Marie Joassaing a été condamnée par la justice. Elle utilise ses droits de justiciable. Surtout, elle essaie de gagner du temps pour préparer sa succession. Elle est peu souvent, parce qu'elle est malade, ça c'est autre chose, au conseil municipal. Et donc, la ville elle-même est affaiblie. Et dans ce conseil municipal, personne ne nous dit, nous, aixois, pas simplement les élus qui représentent l'ensemble des citoyens aixois, quelle est la perspective de cette ville ? C'est le premier scandale que je veux ici dénoncer. Marie Joassaing, elle a ses droits de justiciable, mais elle ne peut pas confisquer la ville. Mais elle le fait, je vous l'avais dit pendant la campagne électorale. Vous l'avez dit, ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle le considère comme son patrimoine. On n'est plus dans une cité de la République, on est dans une ville qui depuis 20 ans est gérée par Madame Joassaing, et elle pense que les élections c'est juste un mauvais moment à passer, pas si mauvais puisqu'elle gagne, et ensuite elle passe à autre chose. Alors justement, j'en profite, on reçoit, de manière anonyme, on nous dit que Marie Joassaing, c'est une escroquerie, cette femme est toujours opposée
pouvoir. Voilà, donc ça n'engage pas les alors en même temps, radio. les citoyens aixois, je ne peux pas ne pas reconnaître qu'ils ont voté pour elle. Sauf que le taux d'abstention, comme ailleurs en France, était colossal. Tout à fait. Et évidemment, ça explique plus les divisions et l'éparpillement. Nous avons fait ce que nous avons pu. Au second tour, nous avons retrouvé toute la gauche et les écologistes. Nous avons réussi à faire 25%. À rassembler, à fédérer, à nous partager. Avons 6 représentants. Je vous promets que dans le contexte national et aixois, c'est quand même une belle réussite. C'est un point d'ancrage. Et c'est le début d'une construction politique, pour répondre à votre question, qui va continuer dans les 6 ans à venir. Notre collectif et nos élus vont préparer l'alternance enfin à la politique de Mme Joassaing. D'ici là, elle n'y sera plus, voilà, il y aura quelqu'un d'autre. Et de toute façon, qu'il y ait elle ou quelqu'un d'autre... Peut-être vous, M. Pénin. Dans 6 ans, je l'espère. Peut-être vous, M. Voilà, Pénin. 5 ans d'ailleurs maintenant. 5 ans. J'allais vous dans reprendre, 5 ans, je l'espère. J'allais vous reprendre, M. Pénin, en vous disant, c'est final. Ce n'est pas 6 ans, 1 an est déjà passé avec voilà, ce 1 an est passé, ce n'est donc, si je puis dire, que dans 5 ans, et comptez sur moi et sur toute mon équipe pour préparer cette alternance-là. Je suis sûr que dans 5 ans, cette équipe sera vraiment au bout du chemin. Alors justement, quelques réactions notamment et vos ressentis. Aix en partage, écologie, solidarité, démocratie sont des thèmes qui vous sont extrêmement chers, précieux et j'ai envie de dire surtout d'actualité. Il y a eu des manifestations notamment contre, on va en parler, des propos racistes. Il y a eu sur vous disiez non à la vente des prêcheurs, on a eu l'OJIREM. Parle-nous un peu des actualités et ces luttes-là qui, à mon sens, sont pas assez médiatisées. Là, je m'adresse à tous les confrères. Il faudrait quand même... Alors, parce que quand on parle de Mme Joassaing, on parle des condamnations, on le sait, ça lui colle à la peau, on n'y peut rien. Mais il faut quand même parler qu'en parallèle, des projets existent et parfois font très mal, déséquilibrent aussi le budget, déséquilibrent la fibre sociale de la ville, cette ville qu'on aime tous. Et pour autant, il y a des manifestations, il y a des mobilisations. Parlez-nous de tout ça, Monsieur Marc Pénin, en tant qu'ex en partage, j'ai envie de dire. Avant de parler des régionales, juste après. Bien sûr. D'abord, c'est grâce à vous que je peux m'exprimer ainsi. Parce que dans les médias, je ne dis pas que je ne peux pas m'exprimer. Dans l'édition aixoise, j'y arrive. Mais dans l'ensemble, vous voyez bien, il y a des pages entières pour M. Muselier, pour Mme Vassal, pour Mme Joassaing à Aix-en-Provence. Et rarement pour l'opposition. Alors, c'est vrai que du coup, les citoyens sur le territoire de la métropole ou du département peuvent se demander ce qui peut se passer à Aix. Eh bien, je vais lui dire ce qu'il se passe. Non seulement je viens de dénoncer la situation de la ville et la situation personnelle de Mme Joassaing, mais l'un des adjoints de Mme Joassaing, Mme Terme, qui était adjointe au Jazz de Bouffan, l'un des quartiers populaires d'Aix, a relayé sur les réseaux sociaux des propos racistes, des propos qui relèvent xénophobes et racistes, mais outranciers. Vous pouvez même pas vous imaginer, et je n'ose même pas le dire à l'antenne, des propos tels que le procureur de la République s'est saisi d'une plainte et de la question, scandaleux. Et que nous avons demandé, évidemment, que Mme Terme soit démise de toutes ses fonctions, qu'elle quitte le groupe d'opposition de Mme Joassaing si Mme Joassaing veut vraiment se désolidariser de cette personne. Nous ne pouvons pas exiger sa démission, mais un peu de dignité l'amènerait à démissionner de ce conseil municipal. Nous en sommes là, mais nous faisons pression avec les citoyens qui manifestent à chaque conseil municipal pour l'obtenir, et nous espérons bien par un vote l'obtenir vendredi prochain puisqu'il y a conseil municipal. Voilà un exemple de la municipalité Joassaing. Alors, c'est intéressant ce que vous évoquez. On a des réactions d'auditeurs notamment où on nous dit le problème, c'est que regardez, le Valois-Perret a revoté pour Balkany malgré la situation et que tout ça passe à la trappe. C'est évidemment inacceptable. Mais oui, bien sûr, mais je reviens sur l'abstention. En fait, vous avez donné les valeurs qui étaient les mêmes. L'abstention qui est le nouveau parti. C'est un nouveau parti politique. Oui, c'est pratiquement un nouveau parti politique. Et en plus, je ne crois plus que ça soit une abstention de paresse. C'est une abstention qui exprime quelque chose. Vous avez parlé de mes valeurs, le partage, l'écologie, la gauche. Oui, il y a encore un autre mot, c'est la citoyenneté. Et c'est ça qui est en question. Pour ma part, je crois que la politique sera renouvelée, notamment à gauche, par la participation citoyenne. Il faut un renouvellement démocratique, je l'avais dit. Je suis évidemment un fervent partisan des élections et de la démocratie représentative, mais ça ne suffit pas. Il faut une continuité démocratique. Il faut que les citoyens co-participent des projets, puissent, au bon sens du terme, avoir des comptes rendus de leurs élus et puissent avoir des moyens d'action pendant la durée d'un mandat. C'est ça qui permettra de revivifier la vie politique qui aujourd'hui manque terriblement. Et de ce côté-là, je veux vous donner
donner 2 exemples de mobilisation. D'abord, vous parliez de la Logirem. La Logirem, c'est un bailleur social à Aix-en-Provence, qui est un bailleur social qui ne remplit pas ses obligations vis-à-vis des locataires. On a un parc résidentiel au cœur d'Aix-en-Provence, totalement à l'abandon. Oui, décrypter un petit peu la Logirem, c'est intéressant. Alors la Logirem, c'est un bailleur social. C'est le bailleur social. Qui est un des bailleurs sociaux d'Aix-en-Provence, qui a quand même pignon sur rue, qui a un certain nombre de parcs locatifs dans les quartiers populaires d'Aix et qui les laisse à l'abandon, qui ne remplit plus son métier et ses obligations de bailleur. Il y a eu des associations de locataires qui se sont mobilisées, des collectifs. Nous les avons relayés en conseil municipal. Je les portais avec force parce que le logement est un très grand problème à Aix. Il manque de logement social, vous le savez, Aix est pénalisé par la loi. Et en même temps... Et préfère payer les amendes, monsieur. Et préfère payer les amendes. Absolument. Oui. Et c'est assumé par la municipalité. On préfère parce qu'en fait, ce que voudrait cette municipalité, c'est revenir sur la loi SRU, qui selon moi est une loi qu'il faut préserver, qu'il faut peut-être amender pour qu'elle soit mieux appliquée, mais qu'il faut vraiment préserver. Et notre territoire, le département des Bouches-du-Rhône, est le dernier, vous entendez, en France, en matière de logement social. Donc c'est quand même une honte. Et je l'ai dit d'ailleurs en conseil de territoire, et pas simplement en conseil municipal. Mais si en plus le logement social n'est même pas à la hauteur, si vous avez des résidences laissées à l'abandon, vous avez des gens qui ont des problèmes d'humidité, de punaises, les espaces verts ne sont pas entretenus, les endroits où les enfants peuvent jouer après l'école sont vraiment dans un état déplorable. La mairie est inerte et si nous n'étions pas là pour porter cela, et nous allons le faire s'il le faut, je le dis aux auditeurs, s'il le faut, nous irons en justice. Porterons en justice les problèmes pour que ce bailleur social respecte ses obligations de bailleur, ce qu'il ne fait pas. Voilà un exemple de la vie aixoise de l'envers. C'est pas Madame Joassin en train de parler dans les médias, c'est ce qui se passe dans cette ville qui se mobilise. Et le dernier point, vous l'avez évoqué, le collège des prêcheurs. Le collège des prêcheurs, c'était Parlez-nous de ça. Voilà, c'est un espace et un bâtiment avec l'église de la Madeleine extrêmement emblématique d'Aix-en-Provence. Depuis le Moyen-Âge, il a toujours été là. Il a été un collège. Les Aixois, ils sont attachés. C'est un espace merveilleux au centre-nord d'Aix, en haut du cours Mirabeau. C'est pas la première fois que l'équipe Joassin décide, en tout cas, de vendre certaines choses. Il y a eu l'échec du musée Picasso. Bien sûr, mais c'est dans le même lieu, monsieur. Exactement. C'est le même lieu. Oui, c'est le même lieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette municipalité a décidé. Et on l'a appris dans des commissions la semaine dernière en catimini, et non pas en conseil municipal, a décidé de vendre avec quelques obligations plus ou moins vagues, mais en fait elle fait de la spéculation foncière, de la spéculation sur le bâti aixois qu'elle a abandonné depuis des années. Vous avez raison, il y avait un projet Picasso. Un projet Picasso, il fallait vendre là aussi. Déjà, j'étais pas d'accord sur la vente en soi, même si le projet pouvait être intéressant. La municipalité nous a dit, mais non, on n'est pas d'accord parce qu'on ne sait pas si dans 10 ans, la personne chargée du projet continuera le projet. Et maintenant, on vend à l'encan, au privé. On ne sait même pas si c'est pas des fonds chinois ou autres qui vont venir, mais s'il n'y aura pas de la spéculation immobilière pure et simple, on n'en sait rien. Et là aussi, vendredi, ça sera une question préalable en conseil municipal. Ce n'est pas la première fois, et simplement c'est pour vous donner le lien avec la politique, cette municipalité. Vous savez pourquoi cette municipalité fait cela? D'abord par clientélisme, bien entendu, ça lui fait des clients. Ça, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire. C'est pas nouveau. Voilà, elle vend... À Aix, à Marseille... Et j'ai envie de dire davantage à Aix, puisque on a toujours ce cliché réducteur, ville extrêmement riche. Et oui, le patrimoine est élevé, effectivement. Donc on vend, vous savez, j'ai une formule pour qualifier Aix, une république foncière. Vous savez ce que ça veut dire, une république foncière? Ça veut dire que les institutions sont fondées uniquement sur la richesse foncière que l'on vend à l'encan. Et pourquoi, outre la spéculation, et pourquoi, outre effectivement le clientélisme, c'est que cette municipalité se targue de ne pas augmenter les impôts directs des Aixois. Et donc elle compense soit par des taxes indirectes, elle fait payer parfois les usagers, soit par ce type de vente. Voilà comment elle équilibre son budget et elle proclame haut et fort qu'elle n'augmente pas les impôts. Vous voyez bien que c'est totalement démagogique. Dernier point, c'est qu'en faisant ce type de vente, évidemment, elle fait monter le prix de l'immobilier à Aix. Et que vous avez des commerces, les vrais. Il y avait une belle librairie sur le cours Mirabeau. La librairie La Provence. La Méjeanne, c'est la bibliothèque municipale. La Provence, belle librairie aixoise qui a dû fermer parce que les loyers étaient trop chers et qu'on ne pouvait plus payer. Alors, et ça arrive à des tas de commerces aixois et Aix devient un village des marques entre les mains de quelques sociétés foncières. C'est plutôt à la mode. Juste un point, je laisse la parole à Richard. Il nous reste peu de temps, on a des réactions. Pardon, d'avoir...
avec grand plaisir. C'est extrêmement intéressant. J'évoquais Méjeanne, autant pour moi, c'est parce qu'il y a un programme immobilier Urbat qui va voir le jour d'ici 2022. Qui s'appelle Méjeanne d'ailleurs avec Urbat, donc ça m'a échappé. Il y a aussi un programme avec Cogé-Gym au parc Rambaud, vous allez me dire si je me trompe. Non, c'est tout à fait exact. Qui va naître, où on a quand même, alors ça me concerne un peu parce que, enfin ça me concerne pas, je suis pas promoteur, mais je connais un peu le domaine par la gestion de patrimoine, je trouve ça aberrant où on a des T2 à 340 000 euros. Voilà, quand je dis ça, c'est les prix aixois. Voilà, quand je dis ça. Vous voyez comment on peut se loger à Aix pour des classes moyennes, hein, et il n'y a pas assez de logement social, et les classes moyennes ne peuvent pas accéder à la propriété. Et oui, c'est la réalité. Donc on va à la périphérie, on n'a pas très loin, et comme on va très loin, on prend la voiture pour aller au travail, pour amener les enfants à l'école. Et ça, c'est écolo. Et donc, c'est pas écolo. Transport, perte de temps, santé publique, bruit, tout y est. Voilà. Avec Mme Joassin, on est dans le monde du 19e siècle. Intéressant. Il nous reste 5 petites minutes. Richard, une question. Et on va parler des élections régionales parce que c'est quand même important. Mais vous reviendrez, je m'y engage, parce qu'au final, il y a beaucoup de choses à dire. On a des réactions. Et les élections auront lieu officiellement, on espère. En tout cas, vendredi, on va nous dire si c'est le 13 et le 20 juin. Mais je vous réinviterai courant mai si vous êtes disponible. Absolument. Et on fera un focus élection régionale. Richard, je t'en prie. Oui, alors je reviens un petit peu rapidement sur la vente de ce bâtiment qui est donc le joyau d'Aix, qui a une superficie énorme de 4500 mètres carrés. C'est ça, voilà les enjeux. Et auquel la vente n'est pas soumise pratiquement à aucune contrainte exceptionnelle. Absolument. Sauf le bruit, je crois. Oui, le bruit, la préservation du patrimoine, mais dans un cadre tellement flou que voilà. Mais donc, pas de projet pour la vente, pas de projet pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu pour les Aixois. C'est ça. Donc, en fait, on voit bien que c'est tout simplement des spéculations immobilières qui se font. C'est une politique d'opportunité. Voilà. Et que ce bâtiment est emblématique d'Aix, donc c'est... Et il y a des pétitions qui sont lancées par plusieurs pour arrêter cette vente, et nous ferons tout pour l'arrêter. Voilà, donc on espère que ça puisse se faire, et éventuellement, vous pensez qu'il y ait d'autres projets possibles au niveau... Ils en ont déjà fait d'autres. Ils ont, par exemple, alors là c'est pas tout à fait une vente. Il y avait l'hôtel Boyer d'Aiguille qui accueillait le muséum d'histoire naturelle, qui est très important à Aix, qui est aussi un aspect de la culture aixoise. Ils n'ont pas fait jouer leur droit de préemption et ils l'ont vendu à une société foncière qui fait semblant d'avoir une librairie, alors que dedans en fait on vend de la marchandise courante, on va dire comme ça. Donc ils l'ont déjà fait. Et d'ailleurs je veux signaler aussi aux auditeurs qu'il y a une autre actualité aixoise qui ne touche pas que la mairie, qui touche aussi la région. Ça sera la transition pour Monsieur Muselier. Il y a le Creps, vous savez, qui est le grand centre sportif avec les équipements sportifs aussi bien pour le foot, juste en bas. Voilà. Eh bien, ça va être vendu. Ça va être vendu dans des conditions. On appelle ça le pôle espoir d'ailleurs. Voilà, dans une vente de gré à gré dont on ne sait rien. Il y a des permis de construire déjà déposés. La loi exigerait que nous ayons cette information en conseil municipal. Nous ne l'avons pas. Et là, c'est la région. Et alors là, c'est l'inverse. La région, parce que ça doit être des copains, je ne sais pas, elle met un prix de vente relativement bas par rapport à ce que ça vaut. On ne sait pas quelle opération exactement. Oui, il y aura des logements, même pas des logements étudiants, alors qu'on aurait besoin des logements étudiants. Il va y avoir d'autres types de logements qui vont donner encore de la spéculation, et des logements très chers, inaccessibles à la plupart des Aixois. Et ça, c'est regrettable. Un dernier mot, Monsieur Penn, il nous reste 2 petites minutes. Pour les élections régionales, 13 et 20 juin, plutôt optimiste. Expliquez-nous un petit peu les perspectives avec notamment Citoyens du Sud. Je vous invite, auditeurs, auditrices, pour vous éclairer. On n'est pas là pour favoriser tel ou tel candidat politique, mais en tout cas pour vous éclairer sur cette plateforme-là qui fonctionne très bien, plateforme citoyenne, www.citoyensdusud.com. Monsieur Penna, on a seulement 2 minutes, mais c'est pas bien grave. On gardera une émission spéciale prochainement. D'accord. Ces Citoyens du Sud, c'est un collectif auquel je participe, à qui j'essaie de donner sens. Et c'est quoi ce que je disais tout à l'heure? Que les citoyens réinvestissent la politique. Je pense qu'il y aura, pour ces régionales, une dynamique au moment où peu de gens s'occupent des régionales, notamment à gauche, que si les citoyens investissent la politique. Les partis, évidemment, ont leur place, mais la dynamique ne viendra pas, je le dis, sans embâche, seulement des partis politiques. Et moi, je suis là en tant que citoyen qui était soutenu par les partis pour porter cette parole-là. Là, il y a un sondage. La gauche n'existe pas. Si la gauche arrive à être
unis, mais par une perspective et une dynamique citoyenne, où les citoyens ne sont pas des supplétifs, mais participent pleinement des listes et de la stratégie politique et co-construisent le projet, alors on est dans une épure qui n'est pas loin de M. Muselier et de M. Mariani. Alors nous avons toutes nos chances. Je veux le dire à tous les citoyens de gauche, écologistes ou de progrès qui sont désespérés, une alternative à M. Muselier est possible. On va la construire et comptez sur moi pour mettre toute mon énergie à préparer cette alternative-là. Et on n'en doute absolument pas. On rappelle les enjeux un petit peu de pourquoi aller voter pour ces élections régionales 13 et 20 juin et comment représenter en tout cas la citoyenneté, puisque c'est le cas. La région aujourd'hui est administrée par M. Muselier avec comme seule opposition, vous le savez, le Rassemblement national. La fois dernière, la gauche s'est désistée pour M. Estrosi. Je ne reviens pas sur l'épisode. La gauche étant M. Castaner. On pouvait déjà se poser quelques questions. Et M. Valls derrière à la manœuvre. Ancien ministre. Voilà. Toujours est-il que donc, il n'y a plus dans l'hémicycle d'opposition de gauche, il faut qu'il y ait des élus à nouveau de gauche. Même si on ne gagnait pas, il faut une opposition, parce que là, il n'y a pas de démocratie en ce moment. Et après, on fera le bilan de M. Muselier, qui pour l'instant est partout dans les médias, il est presque le sauveur de la région avec la crise Covid. On verra que son bilan n'est pas bon, il est même très mauvais. Et d'autre part, évidemment, il y a à combattre la montée en puissance du Rassemblement national, qui a l'air de s'adoucir, mais selon moi, ce n'est qu'une tactique électorale. Donc il faut mobiliser, parce que plus il y aura de votes, et moins, du coup, le Rassemblement national et M. Muselier pourront être les seuls acteurs de ces élections. Écoutez, M. Pena, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci à vous. Vous êtes extrêmement intéressant. Je lève l'aspect politique, mais en tout cas, vous accrochez les auditeurs et auditrices. On a eu pas mal de réactions. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je m'y engage avec Richard. On se verra au mois de mai. Joli mois de mai. Au joli mois de mai, avec peut-être des meilleures perspectives, aussi bien sur le plan environnemental. Évidemment qu'il faut l'espérer. Et politique, et on l'espère. Merci beaucoup, M. Pena, d'avoir été notre invité. Merci, à bientôt. Merci, et puis, on reste en contact. Et évidemment qu'on ne sera pas... on est plutôt confiant sur votre poigne, votre abnégation et votre envie de changer les choses avec rigueur et enthousiasme. Ça vous caractérise bien et partage. Merci encore et voilà et au revoir et à très bientôt à toutes et à tous. À très bientôt. Merci Richard. Merci beaucoup. Allez, l'émission est finie. Restez fidèles au 4.4. Tout de suite l'émission de l'Agora. On reste en direct sur les ondes de Radio Galère. L'Agora vous propose des régalades, des pépites